Merci à Pascal Le Mnémonique. Dans le genre grande gueule, elle est pas mal. Hein. Mais vous l'avez compris, c'est un peu la marque de la maison. Rani, tout à l'heure, vous a montré quelques effets. Et puis vous allez voir avec Manu Bompard. Bon, je voudrais d'abord vous remercier. Les remerciements aux militants ont été faits. Je les renouvelle, ils sont sincères. Il n'y a rien sans ces femmes, ces hommes qui prennent sur leur temps de manière totalement désintéressée. Nous, notre rôle, il est facile. C'est un honneur, on marche devant, on prend la lumière, les gens nous remercient, ils veulent des selfies, nous embrassent. Mais il n'y a rien sans la réalité qui permet tout ça, l'engagement militant de vous tous. Ceux qui font, après le boulot, le soir, vont coller les affiches, diffuser les tracts. Je vous remercie, je vous suis reconnaissant. Et c'est grâce à vous qu'on mène actuellement cette magnifique campagne. Quel que soit le résultat, c'est une magnifique campagne. On est à combien? 80 réunions par semaine actuellement. Plus de 100, tu dis. On fait un travail extraordinaire. Merci à tous. Je voudrais aussi, évidemment, on est à Montpellier. Alors, beaucoup de gens ont été remerciés, salués. Muriel Ressiguet n'est pas là, mais elle est une des pièces importantes de notre groupe. Elle fait un travail considérable. Elle est actuellement prise à Paris, vous avez suivi, où c'était courageux de sa part. Elle mène une commission d'enquête sur tous ces groupes d'extrême droite violents. L'idée était née, vous savez, suite au fait que des gens avaient été arrêtés, militants d'extrême droite, qui avaient prévu d'assassiner Jean-Luc Mélenchon. Vous aviez suivi ça avec Christophe Castaner. Et puis Muriel fait ce boulot, c'est un travail difficile. Encore aujourd'hui, elle a eu l'occasion d'auditionner je ne sais trop quel salopard antisémite qui est venu à l'occasion de cette audition à l'Assemblée nationale dire que la réalité du génocide des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale n'était pas réelle, etc. Vous savez tout ça. Donc on pense tous à Muriel. Je ne vais pas saluer tout le monde, mais je voudrais dire un mot, parce que bon, je suis de Béziers, etc. Je ne vais pas y revenir, mais c'est à Montpellier que beaucoup de choses dans mon engagement ont commencé. Et je voudrais tout particulièrement, alors je suis du genre émotif, mais je ne vais pas en faire plus, remercier et saluer René Revol. Parce que René, il y a 32 ans, René, il prenait le temps, c'était un professeur d'économie, il venait, il montait à la CTU à Verbois où j'avais une chambre avec quelques-uns. Et vous inquiétez pas, ça restait en tout bien, tout honneur. Et il passait la soirée à nous faire des cours d'économie, notamment il y avait un krach boursier en 1987, et René prenait le temps à former les jeunes militants fougueux que nous étions, à nous mettre des livres entre les mains. J'en ai encore gardé un, c'était un livre sur la guerre d'Espagne aux éditions de Minuit de l'historien Pierre Brouet. En fait, c'est tout ça, René. Sans René, je n'aurais pas eu ces convictions d'engagement que je porte encore aujourd'hui. Quelque part, même si la formule est un peu, c'est un de mes maîtres à penser, un de mes pères politiques, et je l'ai toujours apprécié. Je sais qu'il fait un travail formidable, donc vraiment, ça me touche beaucoup de prendre la parole devant toi, René. Tu sais tout ce que je te dois. Alors, c'est René qui notamment m'a fait aimer l'histoire et comprendre que dans notre engagement politique, toujours, l'histoire surplombe ce que nous faisons. Nous sommes tous nourris de cette histoire, non pas pour qu'elle nous pétrifie, qu'elle nous tétanise et que nous ne fassions plus rien, mais nous savons que nous sommes finalement les maillons d'une longue chaîne, d'un long combat, celui pour l'émancipation, qui a pris dans ce pays des formes qui ont lancé des appels universels, universalistes, avec notamment cet événement formidable qu'est la Révolution française. Et moi, je profite toujours des meetings, je tourne actuellement à travers la France pour que dans chaque ville où je me rends, je regarde un peu qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les figures qui étaient les figures marquantes de la Révolution française. J'étais allé à Nevers, à côté il y avait Decize, la ville de naissance de Saint-Just. Nevers, c'est la ville de Chaumette. Peut-être que ces noms vous disent trop rien, Saint-Just vous connaissez, mais Chaumette c'était un dur, hein, vous inquiétez pas, je ne vais pas développer sur lui, mais belle figure de Nevers. Et puis après, je dirais quelques mots sur une autre ville où j'ai vu des choses marquantes. Et puis il y a Montpellier. Alors Montpellier, quelle figure relevée. Ah, c'est pas simple, c'est pas les meilleurs à vrai dire. Il y en a deux, je vais en citer deux. Il y a Cambon, bien sûr, Cambon, député de l'Hérault, député de Montpellier, il s'occupait des finances. Il était un peu corrompu, il avait trempé dans l'affaire de la Compagnie des Indes. Et c'est lui, à la veille du 9 Thermidor, où quand Robespierre cite tous les fripons qu'il faudrait, parce qu'il dit que la corruption, elle est là devant la Convention, il cite lui notamment Cambon. Et c'est Cambon qui participe à l'arrestation de Maximilien Robespierre. Par la suite, il finira mal aussi Cambon. Montpellier, c'est la ville de Cambon, mais malgré le fait qu'il ait participé... Non, mais je veux citer tous ces noms et toutes ces belles figures pour qu'on n'oublie jamais le rôle, malgré après le fait qu'ils se soient affrontés. Il y a des femmes et des hommes qui ont fait la Révolution française, ne les oubliez pas. Étudions leur histoire, enseignons à nos enfants, cette histoire, transmettons-la, car c'est pas né comme ça, parce qu'y compris c'est toute une série d'événements qui ont eu leur propre dynamique, qui ont posé des avancées et des reculs. Je ne développe pas plus sur Cambon, il y a aussi Cambacérès, personnage très important, Jean-Jacques Régis Cambacérès, né à Montpellier, député également de Montpellier. Lui, il a présidé la Convention, présidé le comité de salut public. C'était un personnage... Je ne reviens pas là-dessus, qui après, au fur et à mesure de toute une série d'esquives,
a été, vous savez, quand on dit Napoléon Bonaparte, le premier consul, Cambacérès était le deuxième consul. Et c'est lui qui va créer les conditions que la Révolution française s'arrête et donne naissance à l'Empire, où il prendra une place très importante. Il était même considéré comme étant le deuxième personnage le plus important sous Napoléon Ier. Cambacérès, un personnage un peu sinueux, Cambacérès, le Camba de l'époque en quelque sorte, c'est pour ceux qui comprendront l'allusion. Mais surtout... Mais malgré tout, un personnage... Non, mais je suis méchant, mais bon, ça rappellera des souvenirs à certains, n'est-ce pas, René Revol, on connaissait ça. Non, mais l'histoire enseigne. Alors, pourquoi je parle de tout ça? Parce que Pascal l'a dit aujourd'hui, le 10 mai. N'oublions pas, depuis une dizaine d'années, c'est une date qui permet que nous puissions garder la mémoire de cette monstruosité qu'était l'esclavage, notamment la traite des Noirs, qui pendant plusieurs siècles a fait que des femmes, des hommes étaient considérés comme des objets, des marchandises, ramenés à quasiment rien, déshumanisés. Et c'est dans le grand fracas de la Révolution française qu'est née d'abord la première abolition de l'esclavage. N'oubliez jamais ça. En février 1794, c'était le décret, on disait à l'époque, du 16 pluviose en 2. Et je veux évoquer ce point pour dire que de cette avancée considérable qui a été très compliquée, je ne développe pas plus, parce qu'en 1791, d'abord, dans un premier temps, il y avait un premier décret sur l'égalité entre les hommes de couleur et le reste des citoyens. Puis après, en 1792, ils étaient un peu revenus là-dessus. Et puis en 1794, il va y enfin avoir ce décret. Mais par la suite, j'évoquais tout à l'heure Cambacérès, le rôle qu'il joue. Eh bien, Napoléon Bonaparte, vous le savez, rétablira l'esclavage. Et il faudra attendre 1848 pour que, pour la deuxième fois, et la fois définitive, grâce à Victor Schœlcher, définitivement l'esclavage soit aboli en France et dans l'ensemble de ce qu'on appelait à l'époque les colonies. C'est quelque chose de considérable que nous devons comprendre comme étant, même ces grandes avancées qui nous semblent aujourd'hui comme des évidences, ont été l'objet de luttes considérables pour lesquelles se sont engagés des hommes et des femmes. Rien n'est tombé du ciel. Ça a été l'objet chaque fois de mobilisation, dans la dynamique d'une grande mobilisation populaire et d'une révolution qui était la Révolution française. Bien sûr, il y avait des clubs intellectuels très importants, les sociétés des Amis des Noirs, des personnages comme l'abbé Grégoire, des gens qui prenaient position. Mais ça a été dur d'obtenir ça, parce que des gens considéraient qu'on pouvait proclamer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais aussi accepter que dans les colonies, on continue à avoir des esclaves, notamment pour des raisons économiques. Ça a été l'objet d'une discussion extrêmement difficile, durant laquelle, j'évoquais tout à l'heure Maximilien Robespierre, il n'était pas le seul. Mais il y aura cette phrase magnifique à ceux qui ne veulent pas abolir l'esclavage, au nom du fait qu'il fallait maintenir nos intérêts économiques dans les colonies. Il dira « périssent nos colonies plutôt que les principes ». Périssent nos colonies plutôt que les principes. Alors pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler du Yémen. Du Yémen. Et je voudrais reprendre la phrase du grand révolutionnaire que je viens d'évoquer pour dire « périssent nos contrats plutôt que nos principes ». Parce qu'actuellement, le gouvernement, ce gouvernement d'Emmanuel Macron, vous savez, qui écrit dans son programme qu'ils veulent l'Europe de la paix et tout le baratin, vend des armes à l'Arabie Saoudite, qui mène depuis 2015 une guerre infâme au Yémen, qui met en cause, en danger 22 millions de gens. Il y a actuellement déjà eu 70 000 morts. L'ONU et nombre d'ONG sur place considèrent qu'il y a au moins 2 millions d'enfants qui sont en danger de mort imminent en raison de la guerre que mène l'Arabie Saoudite. Et avec quel matériel l'Arabie Saoudite mène cette guerre? Avec du matériel français. Il s'agit d'un contrat de 6,6 milliards d'armes françaises que nous vendons à ce pays. Ce pays, l'Arabie Saoudite, où actuellement l'homosexualité est un délit, où les femmes sont ramenées à des étapes secondes, où dernièrement, c'était le 28 avril, il y a 37 personnes qui ont été décapitées au sabre et un qui a été crucifié à l'occasion d'un procès où de nombreux observateurs sur place ont considéré que les gens qui ont été condamnés à mort n'ont même pas eu des droits de défense minimum. Voilà l'Arabie Saoudite. Vous savez, M. Ben Salman, qu'a reçu M. Macron. C'est ça auquel nous vendons, ce gouvernement vend des armes. Et il faudrait refuser cela. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier, féliciter, gloire aux dockers du Havre qui hier soir ont refusé de monter sur ce cargo les armes qui devaient partir en Arabie Saoudite. Je ne sais pas comment la situation va évoluer, mais le cargo qui devait charger des armes hier soir au Havre est reparti sans sa cargaison. C'est une première victoire. À l'occasion de cette campagne, faisons entendre le message que nous sommes le camp de la paix. Nous voulons que la France joue un rôle diplomatique de paix. Oui, nous sommes favorables à ce qu'il y ait une armée, mais que notre armée soit la marque de notre indépendance, que nous ne soyons pas alignés sur les États-Unis d'Amérique dans cette alliance stupide militaire qui s'appelle l'OTAN. Parce que les États-Unis d'Amérique sont en train aujourd'hui
d'augmenter leur budget militaire de 7%, qui fait que le budget militaire des États-Unis représente aujourd'hui 686 milliards de dollars, ce qui n'a jamais été vu, et que la marche à la guerre, l'augmentation du budget de l'armement, que Mme Loiseau dans son programme dit aujourd'hui de plus en plus de puissances sont en train de s'armer. Ben oui, précisément, les États-Unis d'Amérique notamment, qui demandent d'ailleurs à tous ses alliés, y compris à la France, d'augmenter leur budget militaire. Cette course folle doit cesser. Et nous devons, nous la France, jouer un rôle particulier sur le plan diplomatique, pour dire que pour rester fidèles à nos principes, même si ça nous coûte un contrat avec cette monarchie ignoble qu'est l'Arabie Saoudite, nous ne vendrons pas des armes à un pays qui mène la guerre à des populations civiles. Tout simplement pour le respect, y compris de traités internationaux que nous avons nous-mêmes adoptés. Il y a un traité international sur le commerce des armes, dont l'article 6, alinéa 3, dit des choses très précises, qui dit que si les armes que nous vendions pourraient servir, et le conditionnel a toute son importance, contre des populations civiles, alors nous sommes fondés juridiquement pour mettre un terme à ce contrat. Je dis tout cela parce que la ministre Parly, depuis le début, dit « mais je ne sais pas, je n'ai pas de preuves, c'est pas sûr, je ne sais pas si les armes sont utilisées ». Mais vous avez suivi ça? Il y a une note de la direction de la recherche militaire qui a été inventée grâce à 2 journalistes qui dit clairement, une note de la direction de la recherche militaire qui dit que nous sommes fondés à considérer que nos armes françaises, notamment c'est des canons César, il y en a 44, sont en train de mettre en danger près de 240 000 personnes actuellement au Yémen. Donc ce gouvernement ne respecte même pas les traités internationaux sur la vente des armes qu'il a signés. Donc faites-leur la honte quand ils nous parlent d'Europe de la paix. Ce sont des gens violents, ce sont des gens aujourd'hui qui, pour des raisons cupides, sont prêts une fois de plus à une des pires monarchies, un des pires régimes du monde, de leur vendre des armes, qui sont en train de frapper des populations civiles. Honte à eux. On ne fera pas la paix avec ces gens-là. C'est tout l'enjeu aussi de cette élection. Voilà pourquoi il faut les sanctionner. Quand je dis tout ça, et vous comprenez que je le dis avec une certaine passion, parce qu'en plus j'ai l'honneur, c'est un peu le hasard de la vie, parce qu'on s'est répartis entre les différentes commissions, mais de siéger à l'Assemblée nationale dans la commission de la défense et armée. Et il y a encore 2 jours, c'est devant moi, quand Florence Parly, je lui dis, mais au moins, on a un Parlement croupion. Hein. On est l'Assemblée nationale en France, on est au courant de rien. Tout de même, il y a une note de la direction la direction du renseignement militaire. Elle a dit, par principe, je ne commande pas des notes qui sont secrètes. Ben oui, c'est devant la représentation nationale. Et elle a répondu ensuite, elle a dit, non mais il ne s'agit pas de rendre des comptes à l'Assemblée nationale, ça ne concerne pas les députés, ça concerne ma conscience, a-t-elle dit. Et en conscience, elle considère qu'elle n'a aucun élément aujourd'hui pour juger. C'est le problème de la Ve République. Alors c'est là-dessus que je voulais avancer, parce qu'il faut respecter le temps, évidemment. Nous sommes aujourd'hui dans un moment très particulier. Bien sûr, à la campagne européenne. Pascal, Rani et Manu vont vous en dire des mots très précis. Mais ne perdons pas de vue, j'imagine que dans la salle, j'en connais quelques-uns, il y a des femmes et des hommes, vous êtes des militants d'expérience qui ne débutent pas uniquement leur engagement par la venue à cette réunion. Je considère que nous sommes dans un moment très particulier qu'il faut bien comprendre, qui est illustré par ce qu'on appelle le mouvement des Gilets jaunes. C'est un moment que je considère comme formidablement positif, avec des potentialités incroyables, qu'il faut bien comprendre. Nous avons la chance d'avoir un peuple qui n'est pas résigné, qui est mobilisé, qui continue, fidèle à son histoire d'ailleurs, à se battre pour la justice sociale, pour la justice fiscale, pour des droits nouveaux. Ça, c'est quelque chose qui est considérable. Mais il faut comprendre que ce mouvement, finalement, il était déjà perceptible et prévisible à l'occasion de l'élection présidentielle qui a eu lieu. Ne perdez pas de vue le grand bouleversement qui est en cours sur le plan politique et ce qu'il exprime. À l'occasion de la dernière élection présidentielle, le président sortant, qui se nommait François Hollande, vous savez, c'était une époque ancienne, où un parti, s'il y a des camarades qui sont dans la salle du Parti socialiste qui le prennent pas mal, mais il y a quelques années, qui dirigeait tout, Sénat, Assemblée nationale, des mairies, des régions, eh bien, le candidat, le président de la République, François Hollande, en raison du bilan de sa politique, n'était même pas en capacité de se représenter devant les électeurs, car il savait que la sanction serait terrible. Et cette élection présidentielle, elle a été un grand moment que nous, on a qualifié dans notre jargon de grand dégagisme, où déjà une forte colère s'est exprimée, où tout ce qui est représenté comme étant, notamment dans des organisations qui avaient un lien particulier avec le milieu populaire, comme étant responsables des difficultés et de la situation terrible dans laquelle ce peuple était placé, elles ont été lourdement sanctionnées. Et quelque part, Emmanuel Macron a surfé là-dessus, avec tous les éléments que vous connaissez, apparaissant comme un homme neuf. Je suis jeune, je suis en dehors des clivages politiques traditionnels, avec moi tout va changer, aidé par des puissants moyens que notamment sont des médias et des fortunes considérables qui se sont engagées derrière lui. Considérables du point de vue de l'argent, mais du point de vue du nombre, vous avez vu ça dernièrement. C'est une économiste qui s'appelle Julia Cagé qui a fait le calcul, c'est intéressant. Sur l'ensemble des sommes rassemblées par Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle, 50% de ces sommes se limitent seulement à 800 personnes.
d'accord, s'il est le candidat sur lequel il a eu le plus, enfin un nombre très concentré de gens qui a donné beaucoup d'argent. C'est ce que nous on appelle l'oligarchie. Eux, ils ont mis le paquet derrière lui. Parce qu'ils avaient compris, fidèles à un film et un roman que vous connaissez, pour que rien ne change, il fallait que tout change. Pour essayer de garder la main face à cette colère qui était là, eux l'avaient compris, il fallait essayer de faire ce que lui-même, Emmanuel Macron, considérait après son élection comme étant le hold-up du siècle. Mais la mer est déchaînée dans ce pays. Le peuple est en colère, c'était visible en 2007. Et les premiers actes d'Emmanuel Macron, qui n'a pas compris les conditions dans lesquelles il a été élu, c'est dire je supprime l'ISF pour les plus fortunés et je frappe les plus modestes. Augmentation de la CSG pour les retraités, je prends 5 euros aux APL, etc., etc. Il a supprimé l'ISF. Quand les gens lui posaient la question, mais pourquoi faites-vous ça? Il a dit, dans mon entourage, tout le monde me le demandait. Ça en dit long sur son entourage. Mais n'oubliez pas ce qui s'est passé à l'occasion de cette élection présidentielle. Il faut bien comprendre. Il a obtenu 24% des voix exprimées au premier tour, ce qui revient en vérité à être 18% des électeurs inscrits. Et au second tour, grâce à ce qui est l'assurance vie de ce système, le fait qu'il était contre Mme Le Pen, alors au second tour, toute une série de gens ont dit, bon, vaut mieux voter pour lui parce qu'elle, on n'en veut pas. Et il s'est retrouvé élu au second tour avec l'ordre de, je ne sais plus combien, 60% des exprimés, mais seulement 43% des électeurs inscrits. Donc c'est un système aujourd'hui qui s'appelle la Ve République qui permet que quelqu'un qui est minoritaire, au premier tour comme au second tour, concentre sur lui beaucoup de pouvoir. C'est toute la question des Gilets jaunes. C'est la question de la souveraineté. De la souveraineté. Est-ce que le peuple, dans sa majorité, est entendu? Est-ce que ces institutions respectent la majorité de ce que veut le peuple? Eh bien non. Et c'est ça que disent le mouvement des Gilets jaunes. Bien sûr que ça part sur une question d'abord toute simple, une taxe. Mais j'évoquais tout à l'heure l'histoire de France, mais c'est conforme à l'histoire de France. C'est toujours sur des questions fiscales que les grands bouleversements ont commencé. On vous enseigne, à juste raison, le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille. Mais le 9 juillet, 5 jours avant, il y avait autour de Paris le mur des fermiers généraux. Il fallait payer une taxe injuste, les Parisiens la considéraient juste à raison. Et le 9 juillet, déjà, les murs des fermiers généraux qui prélevaient la taxe sont attaqués par les Parisiens. Et c'est ça qui annonce la Révolution française. D'abord, une question fiscale. Puis après, il faut se défendre parce que la menace, le bruit court d'une menace que le roi rassemble des troupes. On va chercher à la Bastille des armes. Et puis progressivement, va s'être posée la question sociale. Et puis à la fin, la question démocratique de la souveraineté. Comment la souveraineté est respectée? Dans un premier temps, l'idée était une forme de monarchie constitutionnelle. Puis le roi, il trahit. Il veut partir, aller chercher en Autriche, ce qui était la plus puissante armée, pour être rétabli sur le trône. Et on en vient à la République. Ce que je veux vous raconter là, les amis, c'est que cette dynamique politique qui part sur une question qui peut sembler saugrenue, le diesel a augmenté, mais qui, pour beaucoup de gens, les prend à la gorge de manière inacceptable, parce que la construction s'est ternie, ou Pascal qui l'évoquait fait que, y compris, vous connaissez ça. Hein, on va vivre dans un village autour parce que c'est un peu moins cher, on peut avoir une petite maison, mais pour aller faire les courses, c'est le supermarché, il faut la voiture. Pour amener les gamins à l'école, il faut la voiture. Pour aller bosser, il faut la voiture. Il faut même 2 voitures. Moi, je suis à Béziers. Dans ma famille, ils ont même 3 voitures. Tout le monde a une voiture. Le premier acte d'émancipation d'un jeune ici, quand on a 18 ans, c'est passer le permis. À Paris, ils me regardent comme dit, personne n'a le permis à Paris. Ils ne comprennent pas. Et on leur dit, nous, chez nous, quand tu as 18 ans, tu bosses pendant l'été, tu fais un petit job, tu payes le permis. Parce que c'est comme ça que tu t'émancipes. Donc si tu touches à l'essence, évidemment, les gens disent, mais là, on n'en peut plus. Pas que pour ça, mais ça commence à bien faire. Et ça part sur cette question-là. Donc ce que je veux vous dire, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes, il faut en comprendre la signification profonde. C'est que ce qu'il a porté, au-delà de toutes les questions sociales, et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est progressivement la question démocratique. Notamment qui s'est illustrée par une revendication qui est celle du référendum d'initiative citoyenne. C'est quoi l'idée? On peut en trouver d'autres. Mais c'est qu'entre 2 rendez-vous électoraux, eh bien, le citoyen reste un acteur civique avec des droits. Pas quelqu'un qui est renvoyé à « si t'es pas content, rendez-vous la prochaine fois ». Et donc le référendum d'initiative citoyenne permet que le peuple puisse encore être un acteur. Que si celui pour lequel il a voté met en place une politique dont il ne veut pas, il a la possibilité de le rappeler. Il peut encore se faire entendre, notamment par un référendum d'initiative citoyenne qui pourrait promulguer des lois, en proposer, en abroger, qui pourrait donner le droit aux citoyens de révoquer les élus. C'est pas une idée qui est pas française, hein. Pendant la Révolution française, on appelle ça le droit au rappel. Ça existait déjà. Les révolutionnaires s'étaient posé la question, on vote pour des gens, mais on peut les rappeler si on n'est pas... Donc vous voyez, on est conforme à notre histoire nationale. Et ça, les Gilets jaunes l'ont remis au goût du jour. Et face à ça, qu'a fait le pouvoir, qui est un pouvoir minoritaire? C'est le refus de répondre à ça, bien sûr. La volonté de faire pourrir le mouvement, de l'amuser avec un grand débat national qui n'était ni grand ni un débat. Ça vous a coûté 15 millions d'euros. Pour vous amuser pour un truc idiot, vous avez suivi, où Macron arrivait en bras de chemise au milieu d'élus, parlait pendant 2 heures, 2 heures et demie,
Et puis à la fin, il répondait à quelques questions, il disait « Ah, c'est formidable, quel débat !» Dans lequel il disait dès le départ, le référendum initiative citoyenne, je ne le ferai pas, etc. Vous avez suivi, je ne développe pas. Puis il y a une autre stratégie aussi de pourrissement de la part du gouvernement. C'est la violence. C'est profitant de cette colère. Mais bien sûr qu'il y a de la colère. Parfois, il y avait des choses durant les manifestations de Gilets jaunes que nous, en soi, on n'approuve pas. Mais les gens, quand ils n'en peuvent plus, ils cassent. Ça arrive parfois. Écoutez, moi, je suis un enfant du pays. Quand les viticulteurs, ils étaient en colère dans les années 80, moi, je me souviens, place de la Comédie, ça cassait un peu, hein. Un peu beaucoup, même, franchement. Et personne venait en disant, vous êtes des fascistes. Les élus locaux, ils étaient les premiers à dire, oh, ils ont pas tort. Donc, ils ont profité d'incidents pour projeter les forces de l'ordre contre les manifestants. Parce qu'évidemment, ça leur allait bien. Déjà, c'est conforme à leur manière. Vous savez, ces bons bourgeois, pour eux, le peuple est toujours violent. C'est une bande de brutes. Et par définition, vous avez après un imbécile comme Darmanin qui dit gilet jaune, chemise brune. Ça leur va bien, évidemment. Hein, le peuple est forcément bestialisé. Et on arrive à une situation, quand même, qui est conforme à ce que je disais tout à l'heure. La question de la concentration de pouvoir sur quelques-uns. L'illégitimité d'un certain point de vue de ce pouvoir. Qui fait qu'en raison des méthodes qui sont utilisées par la police, on a un bilan qu'on n'a jamais vu. Écoutez, après des mobilisations, on en est à la 26e semaine de mobilisation, 5 mains arrachées, 22 personnes éborgnées, plus de 600 personnes blessées à la tête, 79 journalistes, qui dans le cadre de leur travail, blessés. C'est intolérable, on n'a jamais vu ça. Moi, j'ai proposé avec le groupe que, notamment, les lanceurs de balles de défense, LBD 40, modèle 40, qui est un modèle de gomme particulièrement dur, sur tous les modèles qu'ils ont, que les grenades de désencerclement, dites GLIF4, qui ont une charge de TNT extrêmement forte et qui ne doivent pas être utilisées entre les jambes de manifestants dans le mode d'emploi qui est donné normalement aux policiers. Ce matériel qui a amené à ce que Jacques Toubon, c'est pas un insoumis, hein, vous vous souvenez de lui, même lui aujourd'hui, les défenseurs des droits, il a dit non mais il faut arrêter ce matériel. Il fallait arrêter. Pourquoi ils ont continué? Parce que cette violence et cette brutalité, c'est leur stratégie politique. C'est par la force qu'ils veulent imposer. Ils sont illégitimes. Et ça pose toute la question qu'il faut que tout ça se dénoue sur le plan politique. Il faut que ça se dénoue positivement. Mais là, nos institutions sont la cause du problème. Si vous dénouez la question démocratique, vous dénouerez la question sociale. Le problème, ce n'est pas seulement porter des revendications, nous les portons, écologiques, sociales, mais c'est aussi garantir les conditions que le peuple retrouve son pouvoir. C'est un vieux débat. Qui a le pouvoir? Le prince ou le peuple? Ça fait des siècles que c'est cette question-là qui traverse tout. Donc nous devons, dans cette campagne, bien comprendre le moment dans lequel nous sommes. Je vais vous dire un truc, peut-être que Pascal et Manu apprécieront pas, mais le 26 mai, c'est important, bien sûr. Mais toute cette affaire ne se réglera pas le 26 mai. On n'est pas là on n'est pas des marchands de je ne sais trop quoi. On ne va pas vous faire croire que cette grande controverse, ça va se régler le 26 mai. Précisément, pourquoi des gens ne vont pas voter? Parce qu'ils ont bien compris que tout ça a peu de pouvoir, en vérité. Les gens, ils vont voter quand ils ont l'impression que l'élection, elle est importante, notamment l'élection présidentielle, où ils ont compris qu'en Ve République, c'est là que ça se joue. Mais des élections comme ça, leur manière de rejeter souvent les institutions européennes, parce qu'ils ont été floués le 29 mai 2005, vous connaissez tout ça, le comportement de beaucoup de gens, pas par un désintérêt politique, mais par une forme de... Ils veulent garder leur forme de dignité civique. Mon bulletin de vote, ils ne l'auront pas. Alors je ne dis pas qu'ils ont raison, c'est toute la difficulté de la campagne que nous sommes en train de mener. C'est qu'il serait terrible que par un effet d'illusion d'optique électorale, en raison de la forte abstention, notamment des nôtres, les milieux populaires, il y ait un effet qui fait qu'au soir de l'élection, celui qui apparaît un peu en tête, ce soit précisément Emmanuel Macron et sa liste. C'est toute la difficulté du moment. Parce que si Emmanuel Macron n'apparaît pas d'effet à l'occasion de cette élection, vous avez compris ce qui est suivi derrière. Parce que là, ils vous parlent d'Europe, mais au soir du 26 mai, évidemment, ils vous parleront national et vous diront c'est la preuve que les Français sont d'accord avec notre politique. Et ce qu'il y a derrière, c'est encore des coûts sociaux, la réforme des retraites. Vous avez suivi. Alors ils vous disent on ne touche plus à la retraite à 62 ans, mais tu peux partir à 62 ans avec une retraite qui vaut 60% de à quoi tu aurais droit. Avec un système de retraite à points qui est une gigantesque escroquerie. Vous cotisez un nombre de points, mais vous ne savez pas la valeur du point. Vous le saurez quand vous partirez à la retraite. Et en fonction de la classe d'âge dont vous faites partie, s'il y a plus ou moins de gens, plus ou moins de cotisants, le point aura plus ou moins de valeur. Si vous faites partie d'une classe d'âge où il y a beaucoup de gens, où il y a eu moins de cotisants, ça ne vaut pas grand-chose. Donc vous avez intérêt en fait à avoir des amis qui ont cotisé puis qui meurent, ce qui est plutôt sympa. Là, le point, c'est l'absurdité du système. Hein. Donc il y a un enjeu à défaire Macron. Comment on fait? Eh bien, il faut
En allant voter, mécaniquement, ça fait baisser la liste d'Emmanuel Macron. En donnant de la force, notamment à notre liste, parce qu'il faut en parler, la liste Aubry, Manon Aubry, insoumise, elle envoie un message clair, parce que dans cette période que je viens de décrire, qui est une période de mobilisation, où il y a des formidables choses positives qui ont lieu, où les gilets jaunes marchent devant, nous montrent la voie de ce qui va être les éléments de la prochaine période politique, c'est-à-dire des gens qui mettent à distance les organisations politiques traditionnelles, qui en ont marre d'avoir été floués, qui veulent s'auto-organiser, qui le font à leur façon à travers les réseaux sociaux, qui ne veulent pas vraiment de chef, qui sont disponibles pour l'action, mais qui n'ont pas envie de se retrouver encasernés derrière je ne sais trop qui. C'est parfois un peu rageant pour les copains qui sont des militants politiques depuis des années, mais c'est comme ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Cette lame de fond, elle a des aspects qui sont, comment dirais-je, qui peuvent partir du bon côté comme du mauvais côté. Donc nous, on a joué un rôle politique là-dedans, d'envoyer des messages, et le mouvement des Gilets jaunes, sans prétention, a été nourri de choses que nous avons portées pendant des années. Cette critique de la Ve République, cette nécessité de passer en Sixième République, l'idée que ce serait en redonnant la parole au peuple par l'intermédiaire d'une assemblée constituante qu'on pourrait pacifiquement réfléchir et adopter une nouvelle constitution, elle a traversé beaucoup de débats. Il y a des grandes idées qui se sont popularisées. Donc ça, c'est bien. Mais il faut aussi que ça s'exprime à l'occasion de cette élection. Il le faut. Il faut qu'il y ait une liste forte comme la nôtre, cohérente, qui porte une critique farouche au niveau de l'Union européenne, en disant clairement il faut sortir des traités. Il y en a ras-le-bol de ceux qui viennent avec la liste au Père Noël en vous racontant n'importe quoi. Les traités, ils interdisent l'harmonisation fiscale et sociale entre les pays. Ils organisent la concurrence. C'est eux qui organisent les délocalisations au sein de l'Europe. C'est eux qui organisent avec leur directive infâme, la directive des travailleurs détachés, qui fait qu'en France, vous avez 1,4 million de travailleurs qui ne respectent même pas le code du travail. C'est la délocalisation à domicile. C'est eux qui font ça actuellement. Avec ce voyou de Macron qui vous a fait croire qu'il était revenu sur la directive des travailleurs détachés, vous vous en souvenez? C'est un mensonge absolu. La seule chose qu'il a réussi à faire, je crois, je dis ça de mémoire, c'est qu'on est passé de 24 mois avant la possibilité à 18 mois. Sauf qu'en France, en vérité, le temps de travail détaché, c'est 90 jours. Donc de toute manière, ça ne réglait absolument pas le problème. On continue à avoir, on n'en a jamais eu autant. On a même des travailleurs français qui vont dans des boîtes factices au Luxembourg pour venir travailler en France comme travailleurs détachés. C'est ça qu'ils font. Tout ça, vous le savez, et les copains vous l'expliqueront. Mais il faut dénouer la question de la souveraineté et la question politique. Il y a une liste, la nôtre, qui le permet. C'est la liste insoumise avec Manon Aubry. C'est pourquoi, en donnant de la force à Manon, vous affaiblissez Macron. C'est ça l'idée. Il faut aller sur cette ligne. Je sais que ce n'est pas simple, parce qu'il ne faut pas mentir aux nôtres. Tous les problèmes ne se régleront pas à l'occasion de cette élection. Ce n'est pas le sujet. Mais cette élection, on se situe dans un grand moment de mobilisation politique qui a commencé depuis longtemps, qui déjà s'est exprimé en 2007, qui continue avec les Gilets jaunes, qui continuera demain. Il faut qu'il y ait des points d'appui. Si on est des faits, si on est faible, ça pèsera sur les consciences, parce que les copains diront en fait, tout est perdu. Et pire même, si c'est l'extrême droite qui est là, des gens diront peut-être que c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire celle qui est contre l'augmentation du SMIC, Marine Le Pen, vous l'avez entendu, elle est contre augmenter le SMIC. Celle qui dit qu'il faut maintenir la Ve République. Celle qui explique que le problème, c'est l'étranger, le copain qui n'a pas la nationalité française, que c'est lui le problème. Il ne faut pas que ce soit eux qui marchent devant non plus. Alors tout ça, c'est une des responsabilités de la période. Mais on a une belle liste. Et c'est ça qu'il faut chercher à faire dans cette élection. Les amis, je suis en train de conclure mon propos. On a face à nous un grand moment d'histoire, franchement. On le voit bien. Il y a un consentement à l'autorité aujourd'hui qui n'est plus accepté. Les élections, on voit bien, Emmanuel Macron a été élu et le peuple reste mobilisé. Il y a ce que je décrivais tout à l'heure, cette formidable potentialité, mais qui peut soit sortir du côté lumineux des choses, soit du côté sombre. C'est vous tous qui, nous, notre génération, qui va régler ça. Je pense que les choses vont s'accélérer. On voit bien, il y a une rapidité aujourd'hui, une violence même dans la confrontation qui fait qu'il y a des choses qui vont se dénouer. Je le répète, il faut que nous soyons, nous, ceux qui permettent, par les propositions que nous faisons, par le lien vivant que nous créons avec ceux qui sont mobilisés, notamment nos amis Gilets jaunes, mais aussi les hospitaliers mobilisés, mais aussi les enseignants, je ne fais pas la liste de tous ceux qui luttent. Il faut aller parler à ceux qui doutent. Il faut cibler dans les 15 jours qui viennent les abstentionnistes. Pas en venant les voir, en les méprisant. Bande de cons, c'est battu pour vous, le droit de vote, c'est pas le sujet, ils ont compris les gens. Mais en leur parlant de politique, en leur disant que c'est pas, il ne faut pas qu'Emmanuel Macron sorte renforcé de cette élection. Il faut le faire baisser. Et que la manière de le faire baisser, c'est d'aller voter. Et qu'on a bien compris qu'il y a une mobilisation sociologique qui est plus forte du côté de Macron. Ceux qui profitent de la politique de Macron, eux, viennent voter pour lui. Et quand il n'y a que 40% de participation, évidemment, il suffit d'avoir un bloc de 5 à 10% dans le pays pour que ça vous donne 15-20%. Nous, il faut qu'on se mobilise. Vous savez, je regardais la liste d'Emmanuel Macron, il y a en France
cadres et professions libérales, vous savez, dans les catégories socio-professionnelles, ça représente 9% de la population. Dans la liste d'Emmanuel Macron, il y a exactement 38% de cadres et professions libérales. Il ne se trompe pas, hein. Il ne se trompe pas. Donc voilà le boulot qu'on a à faire. Alors on le fait bien, parce qu'on a pris des coups, on n'est pas parfait. En même temps, quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure, comme dirait l'autre. On a une belle candidate, Manon Aubry. On a une équipe dynamique. Et puis, c'est un travail d'équipe. Et je voudrais donner la parole, bien sûr, vous le savez, à qui, mais en le présentant de manière simple. Bien sûr, Jean-Luc Mélenchon est un formidable orateur. Bien sûr, il a mené une magnifique campagne. On a tous été très fiers de ça. Mais il y avait un directeur de campagne. Un homme qui, dans l'ombre, a fait un boulot considérable d'organisation, alors qu'on partait de peu. D'abord, on est né, la France Insoumise, le 10 février 2016. Il fallait tout faire. Cet homme, c'est Manuel Bompard. Aujourd'hui, il est numéro 2 sur la liste. Ce sera un formidable député européen, j'en doute pas. Mais Manu, c'est un intellectuel. C'est déjà un garçon formidable. C'est quelqu'un qui continuait pendant sa campagne présidentielle comme ingénieur à bosser dans sa boîte. Enfin, franchement, comme dirait l'autre, ça ne lui a pas porté chance. C'est le meilleur d'entre nous. C'est du moins, je l'ai toujours considéré comme tel. Et je suis aujourd'hui très fier qu'il joue un rôle moteur dans cette campagne et je suis persuadé que dans le mouvement que nous sommes aujourd'hui en train de créer, il jouera un rôle majeur. Quand j'étais petit, Bompard, c'était le nom d'un marin qui voyageait en solitaire. C'est tout l'inverse. Allez Manu, à toi la parole.